Bonjour à tous, moi je suis Camille Rossignol, je suis interne en 5e semestre de médecine d'urgence et aujourd'hui je vais vous présenter un topo sur le gamma-OH sous la supervision du docteur Letzelin. Donc juste par curiosité, je voulais savoir s'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé cette molécule ou à part aperçu. Ok. Je sais pas, ça a un rapport avec quelque chose. Donc, pour vous présenter cette molécule, je vais très rapidement faire un petit peu d'histoire, enchaîner sur la pharmacologie, ses principaux effets cliniques et son utilisation en pratique. Donc, pour parler un petit peu du gamma-OH, on va déjà parler de la molécule endogène qui est le GHB, donc l'acide gamma-hydroxybutyrique, dont vous avez la formule chimique représentée juste au-dessus. C'est un acide gras à chaîne courte qui est présent de manière endogène dans le cerveau, principalement dans l'hypothalamus et dans l'hypophyse, également présent dans certains organes périphériques, notamment le cœur, les poumons ou le rein. Et la molécule exogène, cette fois-ci, elle a été synthétisée pour la première fois par Henri Laborie. Donc c'était un chercheur français militaire qui s'intéressait en fait au GABA. Et il a synthétisé cette molécule qui est en fait le sel de sodium du GHB, qu'on appelle également l'oxybate de sodium ou le 4-hydroxybutyrate de sodium. C'est une molécule initialement qui a eu un franc succès, très utilisée au bloc opératoire, un petit peu en obstétrique et également en neuroréanimation, et qui a été ensuite progressivement abandonnée au bout de plusieurs dizaines d'années, notamment devant son absence de propriétés analgésiantes et au vu du développement de nouvelles molécules. Pour faire un petit peu de pharmacologie, la synthèse du GHB, donc tout part du glutamate qui va être transformé en GABA par une glutamate décarboxylase. Et ce GABA va ensuite être catabolisé en sémialdéhyde succinate par une GABA transaminase. Et ce sémialdéhyde succinate va être transformé en acide succinique dans la mitochondrie et ensuite en GHB dans le cytosol. À la dépolarisation du neurone, on a une libération de GHB et de GABA qui va se fixer sur différents récepteurs. Donc on a d'abord le récepteur GABA-A qui est uniquement présent en postsynaptique et qui entraîne une dépolarisation rapide par un flux d'ion chlorure. Également des récepteurs GABA-B qui cette fois-ci peuvent être activés par le GABA et par le GHB. Ceux qui sont présents en postsynaptique entraînent une émission lente par activation du courant potassique et ceux qui sont présents en présynaptique entraînent principalement une diminution du relargage du GABA. Et également la présence de récepteurs GHB qui sont cette fois-ci uniquement activés par le GHB, principalement en présynaptique. La présentation du gamma-OH, donc si on prend les données de la NSM, c'est des ampoules injectables de 10 ml qui contiennent 2 g d'acide 4-hydroxybutyrique et 420 mg de sodium. C'est un narcotique exclusif sans activité antalgique. Et au niveau de la pharmacocinétique, donc pour une dose de charge de 60 mg/kg, on considère qu'il a un délai d'action de 5 à 7 minutes et une durée d'action de 80 à 120 minutes. C'est une molécule qui traverse les barrières placentaires et hémato-encéphaliques et qui a une élimination principalement hépatique. Ses principales contre-indications, c'est l'hypertension artérielle sévère, la bradycardie, l'hypokaliémie, l'épilepsie et l'éclampsie. Il y a peu d'études qui sont disponibles sur cette molécule. Si on fait une recherche sur PubMed, on voit que les premières études sont très anciennes, 1948, et au total, jusqu'à 2023, uniquement 1130 articles disponibles, dont 156 sur les 5 dernières années. À peu près la moitié d'articles sur l'espèce humaine, et on a une franche surreprésentation des articles en addictologie. Si on compare à la recherche PubMed Propofol, on voit que le début des études est franchement plus ancien, avec une augmentation croissante de la publication des articles, plus de 25 000 au total, et sur les 5 dernières années, plus de 5 000, et finalement environ 3/4 des études sur l'espèce humaine et une surreprésentation en anesthésie. Donc je vais quand même essayer de vous présenter ses principaux effets. Donc le principal effet, il est sur le système nerveux central, avec un effet sédatif et hypnotique via le récepteur GABA-B. Une molécule qui est dose dépendante, et si on s'intéresse au tracé électroencéphalographique, on a une disparition du rythme alpha et une augmentation de l'activité θ, qui se suit par l'apparition d'ondes delta, et ensuite un rythme delta lent. C'est un tracé qui est similaire aux enregistrements d'épilepsie absence, mais en tout cas, il n'y a aucune étude clinique qui apporte la preuve qu'à dose classique, on peut avoir des épilepsies absence. En revanche, en cas de surdosage, il y a de franches crises convulsives qui ont été observées. Et si on s'intéresse à son intérêt, en tout cas chez le cérébro-lésé, il y a plusieurs études qui sont sorties, mais beaucoup sur les animaux, aucune étude sur l'homme.
et qui semble montrer que le gamma-OH permet une diminution de la pique, une diminution du débit sanguin cérébral, de la consommation cérébrale en oxygène et de l'œdème cérébral. Donc, je vous ai mis une première étude pour vous montrer que c'est une molécule qui fait vraiment dormir. Donc, une étude qui est sortie en 2011 et qui s'est intéressée à 36 enfants qui étaient âgés de 1 à 2 ans, qui étaient hospitalisés à Trousseau dans un service de Grand Brûlé. Et donc, ces enfants devaient tous subir une réflexion du pansement. Et les auteurs ont voulu, ils ont regardé le BIS et l'OAS, donc c'est un critère clinique de sédation qui va de 0 à 5. On considère qu'on a une sédation profonde pour un OAS qui est de 0 ou de 1. Et ils se sont intéressés à ces paramètres en fonction de plusieurs doses de gamma-OH, donc soit de 10 mg kg, de 25 mg kg ou de 50 mg kg qui étaient administrés avant la réflexion du pansement. On avait également une prémédication par hydroxyzine et par morphine avant l'administration de gamma-OH. Et donc ce qu'on peut observer sur ce graphique, donc vous avez la représentation du BIS qui par les courbes, donc les différentes couleurs en fonction des différents dosages. En blanc, vous avez 10 mg kg, en gris clair, vous avez 25 mg kg et en noir, vous avez 50 mg kg. Tout ça en fonction du temps représenté en minutes. Et donc si on observe ça, on voit qu'on a le nadir le plus bas pour le dosage à 25 mg kg, qui est de 27, alors que pour 50 mg kg, le nadir de BIS, il est à 22. Par contre, le dosage à 10 mg kg, il est uniquement à 72. Et ce qu'on observe, c'est que ce nadir de BIS, il est atteint pour une durée d'administration, enfin un temps similaire qui est à peu près de 8 minutes. Si on s'intéresse maintenant à l'OAS, qui est représenté cette fois-ci par les barres verticales, toujours selon le même code couleur, on voit qu'on a un nadir d'OAS qui est beaucoup plus bas pour le dosage de 25 mg kg, puisqu'il est de 1, et de 0 pour le dosage à 50 mg kg, alors que finalement, pour le dosage à 10 mg kg, il est uniquement à 4. On voit qu'on a ces délais qui sont atteints plus rapidement en fonction de la dose. Donc, 10 mg kg, on l'a atteint à peu près 4 minutes, alors qu'on est plutôt sur du 12 minutes pour le 50 mg kg. Donc, on voit bien qu'on a une sédation qui est quand même profonde et possible à partir de 25 mg kg, avec quand même à noter un délai de réveil qui est croissant avec la dose injectée. Si on s'intéresse maintenant à une autre propriété du gamma-OH, qui est sa tolérance hémodynamique et respiratoire, on a cette étude qui est très ancienne, avec une validité externe qui est plus que discutable. C'est 45 patients qui étaient programmés pour une arthroscopie du genou, 45 patients ASA 1 ou 2, programmés pour une rachianesthésie. En VPA, les patients étaient vus et ils avaient le choix entre une sédation ou pas de sédation. Et donc, s'ils souhaitaient une sédation, ils étaient randomisés soit dans le groupe GHB, soit dans le groupe propofol. Et donc, les auteurs se sont intéressés principalement aux paramètres hémodynamiques, représentés par la pression artérielle moyenne et la fréquence cardiaque. Et ce qu'on observe chez les patients traités par GHB, donc on observe sur la première ligne du tableau, on avait quand même une diminution de la fréquence cardiaque qui était significative chez les patients traités par GHB, avec un maximum de variation qui était de 12%. En revanche, aucune action du propofol sur ce qui était de la fréquence cardiaque. Et si on s'intéresse à la pression artérielle moyenne, on voyait qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative chez les patients traités par GHB. En revanche, des hypotensions qui pouvaient être observées dans le groupe propofol, avec un maximum d'hypotension qui allait jusqu'à 15%. Si on s'intéresse maintenant aux paramètres respiratoires, on voit qu'il y a des petites variations au niveau de la fréquence respiratoire et du volume minute chez les patients traités par GHB, mais finalement pas de retentissement clinique puisqu'on n'a aucune différence sur la saturation en oxygène. Alors que chez les patients traités par propofol, on a quand même une diminution qui est plus importante avec un retentissement clinique parce qu'on avait un maximum de désaturation de moins 11%, avec quand même 40% des patients traités par propofol qui faisaient des apnées de plus de 30 secondes avec une désaturation de plus de 90%. Des effets indésirables notables chez les patients traités par GHB, principalement les nausées, les vomissements et quelques myoclonies qui ont été observés. Les autres effets du gamma-OH, donc au niveau métabolique, on a une hypernatrémie du fait de sa présentation sous la forme d'un sel de sodium, une hypokaliémie par transfert intracellulaire de potassium, et il y a une étude qui a montré qu'il entraînait une diminution du stress oxydatif, par en fait un effet scavenger des radicaux oxygénés. Là, c'est une étude qui a été réalisée chez des souris. Il n'y a aucune étude qui a été réalisée là-dessus chez l'homme.
Et cette étude montrait également que chez ces souris qui étaient en choc hémorragique, on avait une préservation de la microcirculation rénale et gastro-intestinale. Bon, sachant que chez nos patients polytraumatisés, on a quand même 30% des patients en réanimation qui développent une insuffisance rénale aiguë Cadigo 3. Cette molécule pourrait quand même avoir un intérêt chez ces patients, qui reste toutefois théorique parce qu'encore une fois, aucune étude chez l'homme. Je voulais quand même vous montrer une étude sur les neurolésés. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas d'études qui ont été réalisées chez l'homme. Donc, j'ai choisi de vous présenter cette étude néo-zélandaise qui date de 2004 et qui a été réalisée sur des lapins. Et donc, les auteurs partent du principe qu'en cas de traumatisme crânien, on a une augmentation des lactates cérébraux par augmentation de la glycogénolyse et de la glycolyse aérobie. Également, une augmentation de la peroxydation lipidique, dont l'étendue est en fait estimée par le malondialdéhyde, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans cette étude. Et donc, ils ont pris plusieurs groupes de lapins, 30 lapins au total, 10 lapins par groupe. Le premier groupe, c'est le groupe S, c'est le groupe CHAM. C'est des lapins qui ont uniquement subi une craniectomie. Et donc, ces lapins, ils ont été testés dans le but d'éliminer l'effet seul de la chirurgie. Et les groupes C et les groupes GHB, c'est des lapins qui ont subi un traumatisme crânien et qui ensuite, dans le groupe C, n'ont pas eu d'autres traitements et qui ont bénéficié de l'introduction de 400 mg/kg de GHB 10 minutes après le traumatisme crânien. Et donc, ce qu'on observe, c'est que chez les lapins qui ont été traités par GHB, on a une augmentation significative du taux de lactate qui est représenté sur la ligne du haut, uniquement sur les coupes de cerveau du côté homolatéral à la lésion. Si on regarde le côté controlatéral qui est représenté par le groupe GHB1, on voit qu'on n'avait aucune différence. Contrairement au groupe C, donc les lapins qui n'ont pas eu de GHB et chez qui on avait une augmentation du taux de lactate dans des deux côtés du cerveau. Et si on s'intéresse également au taux de malondialdéhyde, vous voyez qu'on a une augmentation significative du taux de lactate dans le groupe GHB, qui était toutefois moindre que par les souris qui n'étaient pas traitées par GHB. Donc le GHB semble diminuer le taux de lactate et de malondialdéhyde en cas de traumatisme crânien, et ça pourrait avoir un intérêt dans la lutte contre l'insuffisance énergétique et la peroxydation lipidique induite par un traumatisme crânien. Sous sa forme orale, plusieurs intérêts: le traitement de la narcolepsie, puisqu'il permet de renforcer le sommeil nocturne, le traitement du sevrage alcoolique, qui n'a pas l'AMM en France, mais qui a l'AMM en Italie. En France, on a quand même l'acamprosate, qui est un GABA mimétique, et qui a une structure qui est finalement très similaire au GHB. Et enfin, les usages détournés dont on a tous entendu parler, l'usage récréatif, la soumission chimique ou la stimulation sexuelle. De manière plus pratique, le gamma wash actuellement, c'est surtout utilisé au centre de traitement des brûlés de Percy. Donc vous avez ici l'image d'un terroriste qui est arrivé en salle de déchocage des brûlés de Percy, un terroriste qui a fait malheureusement exploser sa bombe chez lui et qui, pour échapper à l'incendie qui s'est développé dans son appartement, a sauté par la fenêtre. Donc un patient qui était, en plus d'être complètement brûlé à plus de 80% avec de nombreuses zones carbonisées, qui était également polytraumatisé. Et donc, chez ces patients, qui sont extrêmement précaires dans les 72 premières heures, le médecin anesthésiste et les infirmiers ont énormément de travail au début de la prise en charge, du fait des incisions de décharge qui doivent être réalisées très précocement, surtout au niveau du thorax. Il y a une fibroscopie bronchique pour une toilette bronchique qui doit être faite très rapidement, la pose de cathé, la réalisation du pansement, éventuellement une trachéotomie précoce chez ces patients qui développent un œdème très rapidement. Et donc le gamma wash, du fait de finalement son injection en dose unique, pourrait permettre de s'affranchir transitoirement de la gestion de l'anesthésie pour finalement être plus dans le côté technique et réaliser tous ces gestes qui doivent être faits assez initialement. Donc chez les brûlés graves en état de choc, à l'hôpital Percy en tout cas, il est utilisé à la phase initiale en bolus, avec ensuite un entretien en pousse-seringue, en co-sédation, souvent avec du midazolam. Principalement pour les brûlures électriques, et en général pas plus de 72 heures du fait de l'hypernatrémie induite. Pour les brûlés graves sans état de choc, une posologie plus faible, mais toujours une utilisation qui reste quand même courte. En préhospitalier maintenant, les dernières recommandations de la SFMU, qui datent de 2011 sur la sédation et l'analgésie en structure d'urgence, ne recommandent pas le gamma wash du fait de ses caractéristiques pharmacocinétiques.
une utilisation qui est quand même limitée en France. En 1997, on avait à peu près la moitié des SMUR qui étaient équipés de gamma-OH, beaucoup moins maintenant. Il y a une thèse qui est sortie en 2015 et qui s'intéressait aux médecins urgentistes qui utilisaient encore le gamma-OH, qui a de nombreux biais parce que des médecins qui étaient intéressés par la molécule. En fait, sur les 82 médecins qui étaient interrogés, il y en avait 43% qui utilisaient encore cette molécule, mais de manière très rare. La raison pour ça, c'est que c'est une molécule qui est très peu connue finalement et qui souvent n'est pas présente dans les pharmacies. En médecine de catastrophe, elle peut rester indiquée pour l'entretien de la sédation du patient intubé, notamment le patient avec un traumatisme crânien grave, qui a été victime d'un crush syndrome et qui peut être utilisé en opération extérieure et qui est enseigné en fait dans le service de santé des armées, notamment en cas d'afflux massif de patients, de manque de matériel, puisque ça permet de s'affranchir de l'utilisation d'un pouce-seringue, donc limiter le fil. Si on voit ici sur cette image d'un transport, un milieu très restreint, donc moins de matériel, moins de risque de bolus, moins de risque de ne pas entendre le pouce-seringue qui sonne avec le bruit, donc qui pourrait être assez intéressant là-dedans. Finalement, il y a un registre qui est sorti en 2015 qui s'intéressait aux anesthésies réalisées en opération extérieure. 1500 anesthésies qui ont été analysées. En fait, on s'est rendu compte que le gamma-OH n'était pas du tout utilisé en opération extérieure. Et donc, pour conclure, le gamma-OH, c'est un hypnotique de longue durée d'action, peu de retentissement hémodynamique et respiratoire, qui pourrait être intéressant en préhospitalier, notamment chez le patient traumatisé grave ou cérébro-lésé, mais manque d'études robustes pour l'utiliser de manière sécuritaire. Il y a prochainement l'analyse de la cohorte de Percy qui va être réalisée, donc, qui peut-être pourra apporter un petit peu plus d'informations et étayer un petit peu ce sujet. Voilà, merci beaucoup.